Merci beaucoup, cher ami. C'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous ce soir et je voudrais féliciter le professeur Belkhadir pour nous permettre de nous réunir tous ensemble, que ce soit les amis de Marrakech, d'Oujda, de Casa, bien entendu de Rabat. Professeur Belkhadir n'oublie jamais personne et c'est vraiment un plaisir d'être parmi vous. Je vais donc discuter avec vous de quelques messages pratiques de la nouvelle génération de l'insuline glargine que vous connaissez, la Toujeo, dont vous venez de parler plusieurs fois, rien que cet après-midi. C'est dire combien est-ce que c'est une insuline qui prend sa place maintenant et qui a de l'importance pour une meilleure prise en charge de nos patients. Donc, après avoir vu mes liens d'intérêt, je voudrais rappeler je vais vous faire une réflexion à travers un cas clinique avec une brève introduction pour rappeler que finalement, tout à l'heure, vous avez vu chez le diabétique de type 1, on allait avoir une destruction très rapide des cellules bêta et donc une baisse de la sécrétion d'insuline avec des niveaux qui sont très bas. Et le diabétique de type 2 va également avoir une baisse progressive de la sécrétion d'insuline dans son histoire naturelle, qui fait que déjà au diagnostic du diabète, on est, selon l'étude du KPDS, à 50% de cellules bêta en moins, mais on sait que de toute façon, malgré tous nos efforts, on va avoir une destruction progressive. Donc l'insulinothérapie sera, on va dire, obligatoire chez la plupart des patients. Et au Maroc, je voudrais quand même rappeler que nous avons un retard, mais également un taux d'insulinisation qui est très faible, puisque vous voyez que cette étude qui a été publiée en 2016 a démontré que nous avions à peu près 60% de nos patients qui étaient sous antidiabétiques oraux seuls, avec un équilibre qui était très précaire. Moins de 25% des Marocains avaient une hémoglobine glyquée en dessous de 7%. Ce qui est important de dire, c'est que ceci se retrouve dans tous les pays du monde, développés ou moins développés, et que lorsque on regarde une autre étude, on voit ici que les patients ne sont insulinés que à 40% lorsque l'hémoglobine glyquée dépasse 9%, et 22% d'entre eux vont être insulinés avec une hémoglobine glyquée encore plus élevée à 10%. Donc attention à l'inertie thérapeutique. Et attention à l'inertie thérapeutique, mais également à bien réfléchir. Lorsque nous prenons en charge nos patients, je rappelle à chaque fois que l'ADA a proposé comme injectable l'agoniste du récepteur au GLP-1, je vais dire un peu prioritairement par rapport à l'insuline basale, du fait qu'il n'y a pas de risque d'hypoglycémie, mais j'aime bien rappeler qu'un des avantages de l'insuline basale, c'est cette baisse efficace de l'hémoglobine glyquée et l'agoniste du récepteur au GLP-1 ne va peut-être pas réussir à diminuer toutes les hémoglobines glyquées, chose que fera l'insuline. Donc, quand on parle d'insuline, on sait que l'objectif, c'est de reproduire la sécrétion physiologique et on va avoir cette sécrétion de base, comme vous voyez, qui correspond à 50% des besoins en insuline. Donc, le patient diabétique de type 1 va certes avoir besoin d'insuline assez tôt, d'ailleurs, dans l'évolution naturelle du diabète, mais également on va avoir des doses qui peuvent aller jusqu'à 50%. Et je vais discuter avec vous des messages pratiques à travers Monsieur A, 59 ans, qui est connu diabétique depuis 7 ans, qui vient vous voir, et ça nous arrive fréquemment, parce que son médecin traitant depuis 7 ans a insisté pour qu'il soit traité par insuline et que lui, bien entendu, n'a pas compris et ne veut pas. Il est déjà sous 3 antidiabétiques oraux à dose maximale, la metformine, un très bon sulfamide à 6 mg, le glimépiride et une gliptine. Il a une hémoglobine glyquée qui ne descend pas en dessous de 9% depuis 1 an. Et au fur et à mesure que vous discutez avec lui, parce que c'est quand même étonnant qu'il quitte son médecin après 7 ans, vous vous rendez compte que sa phobie, c'est l'insuline. Mais pourquoi? Parce que sa maman est décédée d'un infarctus du myocarde juste après la mise en place de l'insuline. Donc, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit pour que vous puissiez rediscuter avec lui des risques, notamment de la mortalité sous insuline, et qui n'est effectivement pas responsable de la mortalité de sa maman. Par ailleurs, il a également peur de l'hypoglycémie
parce qu'un jour, il a sauté un repas, fait une activité physique et a fait une hypoglycémie. Donc, l'insuline, vraiment, elle n'est pas du tout le traitement qui lui semble adapté. Pas de complication du diabète, mais une HTA sous bithérapie. Donc, dans cette pancarte, vous voyez qu'on a 3 éléments très importants. Un, peut-être pas une inertie thérapeutique parce que le médecin a certainement dû essayer de mettre en place l'insuline, mais qui n'y est pas arrivé. Mais 2, que nous avons 2 choses qui font peur aux patients par rapport à l'insuline, le décès de sa maman et l'hypoglycémie sous sulfamide. Et lorsque vous avez des patients chez qui vous voulez proposer de l'insuline, vous avez plusieurs barrières qu'il faut se remémorer à la consultation. Ils peuvent avoir peur des hypoglycémies, comme notre patient. Certains ont peur de la douleur des injections. Certains pensent que c'est un échec finalement de la prise en charge de leur maladie. Enfin, d'autres vont penser que c'est le témoin d'une maladie grave, comme mon patient qui pense que l'insuline est corrélée à la mortalité. D'autres qui ont du mal avec les traitements pour la vie et ils oublient que les antidiabétiques oraux que vous leur avez prescrits au départ sont également des traitements pour la vie. Enfin, les contraintes et les pertes de liberté doivent également être abordées avec vos patients parce que vous le savez, lorsque vous choisissez le schéma basal, puis basal plus, basal bolus, eh bien, il y a nettement de contraintes dans les repas, moins de contraintes dans les temps de sommeil et bien entendu moins de perte de liberté puisque nous allons adapter le mode de vie avec l'insuline. D'autres ont enfin peur de la prise de poids et finalement, social. Les soignants également vont avoir des barrières. C'est également la peur des hypoglycémies chez les patients qui risquent de revenir très énervés. La crainte de la réticence des patients, vous voyez que celui-ci, cela fait au moins 1 an que son médecin essaye de le convaincre et comme il n'a pas réussi, en plus, il a quitté. Enfin, nous avons également des craintes de problèmes d'observance et finalement, la prise de poids également. Les manques de connaissances des médecins, c'est pourquoi il est toujours intéressant dans des réunions comme celle-ci de parler de l'insuline et du diabète et puis finalement de parler également de ce temps que nous avons besoin d'allouer aux patients pour l'éducation et le suivi du patient qui est primordial et puis toujours le sujet âgé. J'ai des barrières, mais je peux les lever ces barrières. Comment faire ? Comment faire pour obtenir l'adhésion du patient pour la mise en place de l'insuline? Eh bien, j'ai une checklist que je vous propose comme message pratique. D'abord, il faut préparer le malade dès le début de sa maladie et non pas au moment où il va avoir besoin d'insuline, en lui expliquant que le diabète est une maladie évolutive, que cette maladie évolutive va avoir des augmentations de la glycémie dont les résultats peuvent échapper au contrôle actif du patient, même s'il fait des efforts, on peut avoir des glycémies qui vont s'élever. De ce fait, vous déplacez la culpabilité. Le patient ne va pas penser qu'il est en faute, bien entendu, s'il fait l'activité physique et la diététique. Ensuite, insister sur le fait que l'insuline reste le meilleur traitement du diabète. J'insiste, c'est le meilleur traitement du diabète puisqu'il baisse toutes les hémoglobines glyquées et qu'il n'a pas de contre-indication. Et donc, c'est un bon moyen thérapeutique qu'il ne doit pas vivre comme une punition. Et puis, finalement, un patient qui présente un syndrome polyuréo-polydipsique le jour, la nuit, va voir sa qualité de vie s'améliorer, que ce soit au niveau physique ou psychique, et ceci est très important à rappeler aux patients. Enfin, vous devez expliquer au patient comment mettre en place cette insuline, lui enseigner les techniques d'injection et même lui proposer en direct, il est devant vous, expliquez-lui comment faire pour s'injecter de l'insuline et même injectez-lui du sérum physiologique ou 1 ou 2 unités d'insuline si vous voulez démarrer avec lui. Enfin, le risque d'hypoglycémie et sa correction doivent être abordés en consultation avant la mise en place de l'insuline. Le patient, habituellement, sait déjà faire des autocontrôles, mais vous vérifiez les moments et la technique. Et il doit, ou sa famille, s'il n'est pas capable,
avoir un algorithme d'autotitration puisque vous allez mettre en place de l'insuline, mais que le patient doit augmenter les doses pour pouvoir trouver avec vous, bien entendu, la dose optimale pour normaliser la glycémie à jeun notamment. Et enfin, puisqu'il s'agit de l'insuline bedtime dont on parle, précisez au patient que son injection n'est pas suivie d'un repas ni d'une collation. C'est quelque chose sur lequel on doit beaucoup insister chez nous. Les patients, souvent, après une insuline basale, vont prendre un yaourt ou une petite collation. Il faut vraiment leur expliquer que ce repas, ce petit repas, est au contraire mauvais puisqu'il va augmenter le nombre des calories et risquer de faire prendre du poids et une base suivie de collation. Et vous allez, mon patient est arrivé, je pense, jusqu'à 38 ou 40 unités. Précisez qu'il n'y a pas de dose maximale, de dose toxique ou de dose trop forte d'insuline, puisque pour que lorsque vous augmentiez au fur et à mesure du temps les doses d'insuline, eh bien, vous n'ayez pas il n'est pas de réticence. Je reviens donc à mon patient qui finalement a accepté une insuline basale, mais il vous dit j'ai quand même un peu peur. Donc on va lui expliquer les différences entre l'insuline. Il a un poids à 90 kg, mais même s'il a un poids à 90 kg, l'initiation de l'insuline, pour faire simple pour tout le monde, eh bien, c'est une insuline lente, et je vais vous les présenter, ou une insuline NPH intermédiaire. Et dans tous les cas, vous démarrez, à mon sens, à 10 unités. Ensuite, vous allez demander au patient de faire sa glycémie tous les matins et chercher un objectif entre 0,8 et 1,3 g par litre le matin si l'hémoglobine glyquée souhaitée, en définitive, était à 7%. Vous allez démarrer à 10 unités, bien entendu. Tant que votre glycémie à jeun n'est pas à l'objectif, vous allez titrer, c'est-à-dire augmenter les doses d'insuline. Ici, je vous propose d'augmenter de 2 unités tous les 2 ou 3 jours. Mais si les glycémies le matin sont très élevées, ce qui est souvent le cas lorsqu'on a tardé à la mise en place de l'insuline, augmenter de 4 unités tous les 2 ou 3 jours si la glycémie à jeun est supérieure à 1,80 g. Vous avez préparé le malade au risque d'hypoglycémie, vous lui dites ce risque est faible, surtout on va le voir avec la Toujeo, la glargine U300, mais quand même, ça peut arriver. Donc, vous lui avez expliqué les signes prémonitoires, également qu'il faut faire sa glycémie capillaire et comment se resucrer. Mais si cela vous arrive pendant la période de titration, n'hésitez pas à diminuer la dose d'insuline de 4 unités pour éviter que le patient n'ait une autre hypoglycémie. Enfin, vous allez monitorer, c'est-à-dire demander au patient de revenir vous voir. Vous l'avez revu au bout de 10 ou 15 jours pour revoir la dose de l'insuline basale. Puis, vous allez le revoir avec une hémoglobine glyquée après 3 mois pour pouvoir justement voir quels sont les résultats de cette insuline basale. Qu'est-ce qu'on fait des autres antidiabétiques? Bien entendu, la metformine, s'il n'y a pas de contre-indication et qu'elle est bien tolérée, est à maintenir dans sa pleine dose. Les gliptines, nous les gardons au Maroc. Il faut savoir que dans certains pays, elles sont arrêtées de façon transitoire le temps de normaliser la glycémie à jeun pour des raisons de coût. Les glyphosines également, sauf si elles ont été prescrites dans le but de diminuer la morbimortalité cardiovasculaire. Et puis, mon patient qui était sous sulfamide ou s'il était sous glimide, eh bien, il est conseillé de diminuer les doses au moins par 2 ou d'arrêter pour pouvoir éventuellement après les reprendre. Donc, je mets en place mon insuline basale, je garde certains antidiabétiques, mais par précaution, je peux diminuer ou arrêter transitoirement les sulfamides et les glimides. Comme je vous l'ai dit, je ferai une autosurveillance glycémique le matin à jeun qui va apprécier l'efficacité de l'insuline. Et cette autosurveillance glycémique est à faire tous les matins. S'il y a d'autres antidiabétiques oraux, on peut avoir besoin de faire certaines glycémies, soit avant, soit après les repas, soit les deux, pas tous les jours. Quelles sont donc ces insulines que j'ai appelées basales? Pourquoi j'ai mis basale entre guillemets et je n'ai pas mis bedtime? C'est aussi un message. Vous avez l'insuline intermédiaire qui ne peut être que bedtime, c'est-à-dire prescrite au coucher ou en tout cas le soir.
c'est l'ANPH que vous pouvez trouver dans les centres de santé ou dans les pharmacies. Vous avez les insulines lentes, la glargine U100, la Lantus, que vous connaissez, mais également la Détémir, qui est également disponible, pour lesquelles on prescrit essentiellement également le soir au coucher, avec moins de risque d'hypoglycémie que la NPH, mais qui n'ont pas une durée d'action, vous verrez, suffisante pour être prescrite le matin. Et enfin, l'ultra-lente disponible au Maroc, c'est la Toujeo, la glargine U300 ou la Degludec que nous aurons bientôt, qui vont pouvoir à ce moment-là être prescrites à n'importe quel moment selon le souhait du malade, même le matin. Elles vont avoir une durée qui dépasse 24 heures et c'est pourquoi j'ai mis basal. Celles-ci sont des vraies insulines basales. Quel que soit le type d'insuline, une injection au coucher va être pratique ou dans la journée va être pratique parce que justement, nous avons une bonne acceptation, peu de glycémie à réaliser et moins de prise de poids, mais clairement, c'est une insuline d'initiation. Dans le temps, nous aurons besoin d'intensifier l'insulinothérapie chez notre patient. Le plus important, c'est de prescrire et d'éviter l'inertie thérapeutique. Vous voyez ici avec moi sur ce schéma que seul en vert et en marron, l'insuline Toujeo, Glargine U300 et Degludec vont avoir une durée qui dépasse 24 heures. Les autres vont avoir peut-être 24 heures, mais simplement la queue de l'insuline qui va arriver jusqu'à 24 heures. Cette nouvelle formulation galénique de l'insuline glargine est vraiment intéressante parce qu'elle va réduire la surface de contact de moitié. Et vous voyez donc qu'elle est beaucoup plus concentrée. Ici à droite, la Toujeo en vert. Et cette formulation très concentrée nous permet d'avoir une surface d'échange qui va être beaucoup plus faible entre le dépôt d'insulinique et le tissu sous-cutané. Quels sont donc ses avantages? Un profil pharmacocinétique plus plat et plus prolongé au-delà de 24 heures. Je vous remets l'insuline glargine U100, la Lantus, pour que vous compreniez bien que sa durée d'action ne dépasse pas globalement 18-20 heures et surtout que le profil n'est pas plat, alors que l'insuline Toujeo, la glargine U300, comme vous le voyez ici dans l'étude, c'était exactement les mêmes unités kilos qui ont été comparées. Elle va donc durer plus de 24 heures, ce qui nous donne une très bonne flexibilité d'administration. On a également une meilleure variabilité intra-individuelle par rapport à la glargine U100. Par exemple, je vais vous expliquer, lorsque vous allez avoir une injection d'insuline Toujeo aujourd'hui, eh bien, elle va avoir, comme vous le voyez dans la journée, une action sur la glycémie qui va être sensiblement la même et qui sera même répétitive de jour en jour, alors que la Lantus, on voit très bien qu'il y a des petits pics de temps en temps et donc on va avoir un effet sur cette variabilité qui est vraiment intéressant avec l'insuline Toujeo. Je vais vous présenter non pas tout le programme édition, mais simplement les résultats d'une seule étude, puisque l'insuline glargine U300 a été très largement étudiée à la fois chez les diabétiques de type 1, où je peux dire aujourd'hui, je pense que c'est l'insuline de référence s'il peut se la permettre, et chez le type 2, pour qui beaucoup de candidats vont avoir des avantages par rapport à cette insuline, parce que lorsque vous regardez justement dans le programme édition 1, on voit la comparaison directe entre la Lantus et la Toujeo, on voit que finalement, il n'y a pas vraiment de différence en termes d'hémoglobine glyquée à 6 mois. Il y a donc une non-infériorité. Vous allez me dire, eh bien alors, quel est l'avantage de cette nouvelle insuline? Clairement, l'avantage de cette nouvelle insuline est à la fois, on l'a vu tout à l'heure, sur les flexibilités d'injection, les horaires d'injection sont celles que le patient souhaite, mais également, elle va réduire les hypoglycémies à la fois sévères ou dans la journée modérées, puisque comme vous le voyez ici, on a que ce soit les hypoglycémies sur les 24 heures du début à la fin de l'étude et surtout les hypoglycémies nocturnes, on voit de façon statistiquement significative, comme vous le voyez à droite, que nous avons nettement moins d'hypoglycémie confirmée ou sévère chez les patients traités par la glargine U300. Donc, avantage de la glargine U300 parce que
il y a un contrôle glycémique comparable à sa grande sœur, la glargine U100, mais il y a également moins d'hypoglycémie pendant toute la journée et surtout, j'insiste, il y a 10% qui font peur aux patients, qui font aussi aux médecins, beaucoup moins d'hypoglycémie, notamment et 6 heures du matin. À accepter la c'était ce qu'il faut. Mais il vous dit, j'ai toujours, entre guillemets, un peu peur. J'ai toujours un peu peur, mais il est assez rassuré sur le risque d'hypoglycémie. Donc, je vais y aller doucement. J'ai bien entendu diminué le glimépiride à 3 mg. Vous avez vu que j'ai gardé le reste des traitements parce qu'il démarrait avec une hémoglobine glyquée à 9%. Et nous avons titré jusqu'à 38 unités. 38 unités, vous le voyez, ce n'est pas une forte dose. Si je regarde par rapport à son poids, je suis à moins de 0,5 unités kilo, donc c'est tout à fait possible pour mon patient. Donc, pour que je puisse comprendre la mise en place d'une insuline basale avec des messages pratiques, je dois insister sur des notions pratiques. 1. L'injection n'est pas suivie d'un repas. 2. Et ça c'est un message de technique, pour toutes les insulines basales, s'il vous plaît, répétez au patient que l'aiguille doit être changée à chaque injection. Et nous avons beaucoup de patients, parfois ce n'est même pas une question de coût, c'est juste parce qu'ils n'en voient pas l'utilité, ils ne changent pas leurs aiguilles et ça va à ce moment-là entraîner une disparité dans l'effet de cette insuline selon les jours. Donc, changez l'aiguille, s'il vous plaît, à chaque injection, ça concerne toutes les basales. Avec la glargine U300, j'ai vraiment cette flexibilité. Et c'est très important, puisque je peux prescrire cette insuline et l'injecter à n'importe quel moment de la journée, et je vais quand même titrer sur la glycémie à jeun du lendemain, puisque vous avez vu que son action dépassait les 24 heures. Enfin, justement, c'était ce que je voulais dire, on continue de titrer sur ceci. Donc, pour conclure, en espérant que vous ayez quelques questions, j'ai fait exprès de parler 23 ou 24 minutes pour qu'on ait quelques minutes de questions. Quand on va parler d'une insulinothérapie bedtime ou basale chez un patient diabétique de type 2, clairement, on va avoir beaucoup de candidats chez des patients qui seront, par exemple, sous antidiabétiques oraux maximum ou qui vont avoir des contre-indications. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que surtout chez ce patient réticent, on est arrivé à mettre en place au moins une injection d'insuline. Elle était vraiment simple à mettre en place et puis ensuite, c'est facile. On commence par 10 unités. Et puis, ce n'est pas une erreur. J'ai marqué titrer, titrer, titrer. N'hésitez pas à titrer, titrer, titrer. 10 unités, ce n'est qu'une dose de démarrage. Nous devons continuer à augmenter les doses d'insuline jusqu'à arriver à notre objectif. Donc, utilisez l'insuline glargine U300 chez vos diabétiques de type 1, mais aussi chez vos diabétiques de type 2. Vous arriverez à baisser la glycémie et l'hémoglobine glyquée de façon efficace. Vous aurez moins d'hypoglycémie car moins de variabilité. Et puis, grâce à sa durée qui dépasse 24 heures, vous aurez une très bonne flexibilité pour le moment d'injection, ce qui est très agréable pour votre patient. Et je vous remercie.